Bienvenue à chacun de vous à ce journal édition 62. Une rencontre s'est tenue ce mercredi 21 septembre 2016 entre le président du Sénat Ronald Lareche et les dirigeants de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie en Haïti autour de la réforme de la loi électorale. La question concernant la nécessité de modifier la loi sur les partis politiques a été également abordée, a fait savoir le président du Sénat Ronald Lareche, qui en a profité pour exprimer ses préoccupations par rapport au déroulement des prochaines élections. Ce qui est extrêmement important. Et question de loi électorale, nous connaissons un problème posé. Les litiges électoraux, comment résoudre, c'est bien à la fois les juges et partis. C'est ça nécessaire et important pour nous. Pour que nous ayons une loi électorale équilibrée qui permette que les électeurs, les citoyens, les candidats ou même les litiges avec le conseil électoral provisoire et gagnons l'autre instance pour qu'ils tranchent sur question. Parce que aussi est très préoccupé des questions ça. Et nous avons discuté sur question ça, la loi sur les partis politiques. C'est ça encore son autre préoccupation que tout citoyen gagne et 200-300 partis politiques avec des candidats qui ont réalisé 20 voix, 30 voix ou sur une population de 10 millions d'habitants, 6 millions ou 5 millions d'électeurs, un candidat à la présidence a obtenu 500 voix, 400 voix. C'est ça son déception. C'est fort que et une loi électorale pour qu'il résoudre question ça. Et question tout et travail en commission avec OCID, c'est capable d'avoir une interaction entre OCID et les commissions et aussi dans la circonscription député dans le département sénateur, capable de travail qui fait sur le terrain. C'est ça extrêmement important, son bon travail. Nous réalisons un bon travail matin, cap continuer. Et avoir des agents et aussi travailler avec les commissions. C'est ça à permettre que nous avancions avec la société civile. Et budget en tout, il faut voter, il faut que nous travaillions avec eux tout. Et question de loi sur blanchiment extrêmement important. Il y a des sénateurs qui veulent passer pour bail et politique. C'est responsabilité. Chaque citoyen dans la société qui connaît une loi qui est bon pour le pays, il faut qu'il vote. Ou l'autre région en Assemblée nationale pour des raisons personnelles, des raisons partisanes, des sénateurs abandonner ces ensemble. Parce que ça sont déception. Parce que je dis à la fois intérêt personnel, vous mettez de côté, puis intérêt pays, intérêt nation. L'objectif de cette visite au Parlement est de renforcer les relations entre l'Observatoire citoyen et le Parlement, a dit le coordonnateur de l'OCID, Ronnie Deroche. L'organisation veut suivre de près le travail de certaines commissions au Parlement, a expliqué Ronnie Deroche. Il a annoncé en outre que son institution participera aux prochaines élections à titre d'observateur. Vin rendre visite à président Sénat parce que nous gagnons deux dossiers que nous devons aborder avec le président Sénat et avec quelques autres sénateurs. Premier dossier, c'est que nous souhaitons que gagne une collaboration beaucoup plus étroite entre l'OCID et le bureau du Sénat et le Sénat d'une façon générale. Parce que nous t'arrêtons que la société civile là connaît davantage comment le Parlement a fonctionné. D'ailleurs, ce n'est pas seulement avec le Sénat nous pourrons développer les relations ça, mais avec la Chambre des députés à tout. Pour nous connaître, par exemple, combien de lois qui ont voté, combien de lois qui ont été examinées par les différentes commissions, et pour nous connaître tout, comment les parlementaires ont interagi avec leurs mandats dans leur circonscription ou bien dans leur département. Et nous pourrons suivre tout le travail quelques commissions. Il y a des commissions qui intéressent nous particulièrement, tant que commission finances, parce que nous connaissons que l'affaire budget sont des choses qui intéressent tout citoyen. Deuxième document que nous envoyé par le président Sénat, et nous envoyé le tout par le président Chambre des députés, c'est un document de plaidoyer pour la réforme du système électoral haïtien. Comme nous connaissons aussi, de participer dans l'observation électorale et à partir de l'observation ça, il y a un certain nombre de changements que nous pensons qui sont nécessaires pour le système électoral haïtien. Non seulement nous avons réfléchi sur ça, mais nous avons gagné des consultations dans 3 départements
département de l'Ouest, département du Nord et département du Sud. Et nous avons des documents dans les autres départements pour nous recueillir opinion citoyenne sous système électoral. Donc nous voulons travailler avec le Parlement sous proposition de modification ça. Nous avons déjà rencontré CEPA sous réforme système électoral là. Et nous pensons qu'avec un travail qui sera le fait avec une commission parlementaire sous question, nous sommes capables de gagner des modifications intéressantes, importantes, pour que nous gagnions une loi électorale, un système électoral qui réponde davantage à, n'est-ce pas, situation haïtienne, aux besoins, n'est-ce pas, de la population haïtienne. Nous allons déployer 1500 observateurs à travers le pays. Nous allons gagner 1200 observateurs qui pourront dans les bureaux de vote et nous allons gagner 300 observateurs qui pourront en dehors des centres de vote. Eh bien, nous déjà voyé toutes nos SAO, by CEPA, qu'on a en attendant cadre d'accréditation pour nous distribuer. Et pendant semaine dernière là, pendant 2 dernières semaines, nous avons formé tout observateur SAO. Eh bien, nous pensons que pour nous capables de déployer semaine ça, nous avons voyé kit bayo, n'est-ce pas, pour être capable de gagner déjà certains instruments et tant pour formulaire qui pourraient aider au fait de travail là. Des personnalités de la société civile apportent leur soutien au travail réalisé par la commission permanente éthique et anticorruption du Sénat et l'encouragent à continuer. Ces personnalités, dont le cinéaste Arnold Antonin, Alex Richard et l'agronome Jean-Victor, ont adressé une pétition au bureau du Sénat en ce sens. Le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat, Yuri Latortue, salue cette initiative de ces personnalités et promet de poursuivre son travail au niveau de la dite commission. Yuri Latortue. Nous sommes très contents de ce que je dis. Dans la société civile, là, environ 200 personnalités, tels que M. Jean-André Victor, Alex Richard, Arnold Antonin, et pour ne pas citer tout le monde, ils ont écrit commission pour premièrement reconnaître que bon travail qui était fait, son premier pas, et deuxièmement, demander commission pour que le travail soit fait de façon permanente, et troisièmement, approfondir le travail là, et voyer responsable devant la justice. Moi, je pense que c'est le premier soutien, nous avons dit, et de taille que nous joignons dans la société civile là. C'est vrai, sénateurs, collègues qui soutenus dans pile l'autre monde, mais des citoyens qui adressent pétition ça. Nous recevons et dans la Constitution, là que une pétition est adressée, ils ont demandé pour que l'Assemblée a recevoir et selon les procédures pour que ils adoptent ou pas adoptent. Et nous-mêmes, nous pensons que ça, citoyen ça a demandé, sa personnalité ça a demandé, c'est exactement programme nous. Programme nous dans la commission éthique et anticorruption. Et ceci à partir de début année fiscale là, nous allons publier justement un rapport sur comment le budget a été effectué, comment il a été exécuté le budget 2015-2016 là. Et nous allons à partir du 1er octobre tout commencer justement à garder le budget 2016-2017 là. Donc moi je crois que le travail que demandé à son travail déjà que la commission a lancé. Et c'est peut-être ça que nous allons demander pétition ça pour adopter en assemblée. Nous préparons une résolution que nous soumettons à l'assemblée. Et deuxièmement, nous gagnons pour nous réunir UCREF, ULCC, Inspection Générale des Finances, Cour des comptes, pour que justement nous constituions une équipe de lutte contre la corruption avec la commission éthique et anticorruption. Donc, nous recevons la pétition ça dans la commission. Nous allons soumettre à l'Assemblée et nous allons demander d'adapter puisque c'est déjà le programme ça que nous gagnons parce que la lutte contre la corruption est une lutte permanente. Nous comptons en la commission que les citoyens comprennent le travail que nous avons fait, malgré que pile, pas en pile, mais des personnalités comprennent le travail et ça fait nous beaucoup plus contents. C'est des personnalités que le plus souvent nous ne pas partager même idéologie, même façon de penser, mais tout le monde d'accord que corruption, que le de gauche, que le de droite, que le blanc, que le noir, il faut combattre. Et je pense que je dis à son soutien de taille que nous tient à avertir la presse. Et nous pensons que le programme qui est là, pendant l'année, nous allons commencer le travail de façon à ce que la lutte contre la corruption devienne une lutte structurelle, pas une lutte conjoncturelle. Une dizaine de lois est en souffrance au Sénat de la République.
totalement paralysée depuis le lancement de la campagne électorale. Le président du Sénat, Ronald Lareche, invite les sénateurs à prendre leurs responsabilités. Il y a environ 12 projets, propositions de loi qui n'ont pas du jour. Il y a une loi sur le blanchiment, il y a une loi portant organisation et fonctionnement de l'UCREF, il y a plusieurs d'autres propositions de loi. Parce que les sénateurs ont lancé encore un vibrant appel à tous les sénateurs encore pour prendre responsabilité. La population a voté pour légiférer, pour prendre responsabilité. C'est-à-dire, moi, je prends responsabilité, nous avons des sénateurs qui prennent responsabilité, mais quand il y a d'autres sénateurs qui ne prennent pas responsabilité. Est-ce qu'on a espéré en janvier qu'il y ait un sénateur, par exemple? Non, parce que c'est responsabilité des sénateurs pour venir faire séance. Parce que jeudi, là, son journée de séance, et mercredi, c'est faux sénateur qui viennent dans la séance. C'est-à-dire, moi-même, comme président, moi, toujours inviter les sénateurs pour venir dans la séance. Mais on va garder tout le personnel là, sauf que nous-mêmes, nous avons sénateurs venir pour venir dans la séance. Dans l'objectif de sensibiliser et de mobiliser les femmes candidates sur leur rôle dans la construction de la démocratie en Haïti, un atelier de travail s'est tenu à l'hôtel Kinam sous la direction de la coalition des femmes leaders, de concert avec l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. On fait savoir qu'Etli Julien et Marie-Dominique Bozil, respectivement conseillères et trésorières de la COFEL. COFEL, Coalition Haïtienne Femmes Leaders, c'est une organisation qui est créée depuis 2003, qui bataille pour que les femmes, là, tout côté, des décisions qu'elles prennent pour que les femmes soient capables de participer. C'est dans ce sens que, pour l'élection, nous profitons ça pour que nous sensibilisions plus de monde sur le vote pour qu'on choisisse les femmes, mais qu'on fait toujours clair, lui-même, les audits a fait choix, il toujours dit, pas voter femme pour femme. Voter femme, nous sentons que qui a pris responsabilité au Parlement, que c'est différent ça que même nous-mêmes en pour faire ou que nous faisons. Deuxièmement, nous pensons que dans les affaires élections, ça il faut que nous approfondir dans les formations sur comment technique que nous sommes capables de gagner une élection et que les affaires mandataires là parfois que nous pensons que c'est des mandataires qui font faire que des candidats perdus aux élections et c'est tout ça que nous avons essayé de regarder avec eux, comment pour faire choix mandataire, qui type de monde pour choisir pour que aller travailler, aller comme mandataire pour que l'élection finisse, pour ne pas courir sortir en dedans bureau, pour arrêter, pour contrôler vote. C'est ça depuis hier, grâce à un financement idéal international, que depuis hier, que nous travaillons jusqu'à 10h30 du soir et c'est seule femme tout qui est capable de rester jusqu'à 10h30 pour le travail et qu'on y a là, nous allons continuer. Tout de suite après là, dans quelques minutes, nous allons continuer la formation qui va terminer vers les 1h. Depuis hier, nous travaillons avec les mesdames candidates pour nous renforcer la capacité. Pour nous avoir moyens, pour nous avoir technique et méthode pour être capable de braver l'élection. Il y a plein de campagnes, nous prenons pendant 2 jours, mais nous mettons toutes nous-mêmes pour nous capables d'accompagner, pour nous capables de faire les bons moyens, les bonnes techniques ensemble. Fois ça, nous disons le Parlement, il faut que des femmes qui allent. Donc c'est peut-être ça nous là, nous campons Didi et nous avons des femmes et fois ça, nous avons des femmes dans le Parlement. Madame Bozil, dis-nous ensemble de problèmes, difficultés, mesdames, qu'on joignent pendant la campagne, qui ça évoqué comme problème qu'on joignent et n'a fait dégager stratégie pour nous résoudre? Eh bien, mesdames, qu'on joignent campagne premièrement, il n'y a pas qu'à jouer financement. Il n'y a pas qu'à jouer financement. Donc c'est avec un pile difficulté pour jouer un financement. Dans 4 formations, ça, nous avons fait des techniques avec eux pour nous montrer comment nous faire un fundraising, comment nous sommes capables d'aller vers des gens côté pas obligé à le vendre, pas obligé à la n'importe bagaille, mais côté capable de joindre des gens qui pour aider, qui pour subventionner, pour capable de faire campagne ça. L'autre problème qu'on connaît, problème sociétal ça. Et 2 fois des pour femmes rentrer dans l'élection dans toute couleur. Donc, on a un problème, ça va des attaques comme ça. Donc, nous préparons en ce sens pour ne pas l'attaquer eux-mêmes, mais pour riposter et pour faire la différence. Parce que nous-mêmes nous disons, nous 52%, c'est la différence, nous meilleurs, tête droite dans l'élection, dans le Parlement, femmes à la. Présent à cet atelier, le député de Pétionville a applaudi l'initiative de la COFEL et encourage l'organisation à travailler davantage pour l'émancipation des femmes en Haïti. Jerry Tardieu. Moi, je souhaité que, à partir des années à venir, ça nous a des responsabilités pour diriger le pays.
nous mettons plus l'argent, plus énergie, plus focus sur l'éducation pour nous apprendre si nous que femmes et garçons sont égales devant la loi. C'est sans présence ici, nous avons souhaité que y ait plus de femmes dans le Parlement haïtien parce que imaginez-nous quelle qualité de message que nous avons lancé par le monde entier si nous avons un Parlement, tout le monde finit d'entrer qui n'a pas de femmes là-dedans. C'est ça, c'est une honte nationale et comme moi connais ça pas fait, nous avons souhaité que y ait quelques femmes qui sont élues comme députés avec comme sénateur. Alors, sur nos chambres, pas de femmes, ou bien là, on devine mesdames, qui message? On devine d'abord organisateur événement, un support, que c'est COFEL, que c'est IDEA, et il y a des personnalités qui t'ont invité, qui font preuve dans le travail pour droit monde avec pour droit femme. Sénateur Evelyne Chéron, Ketli Julien, que tout le monde connaît dans la militance pour droit femme avec pour droit monde. Et moi, je ne suis pas capable de répondre présent à l'invitation. Deuxième raison, c'est que toute candidature a fait choix de moi comme un député qui est en fonction, qui a apprécié le travail pour venir partager l'expérience qu'il me fait dans le Parlement pendant la première année législative. Moi, je parlé des lois, propositions de loi qui me votées. Moi, je parlé des combats sociaux que je mené pour madame policier victime en fonction, pour madame police épouse victime qui était morte dans Tafia Poison, qui était gagné dans la 3e circonscription Port-au-Prince avec la commune Pétionville. Moi, je parlé de ensemble d'expériences qui me fait dans le Parlement et qui me souhaitait capable d'aider. Moi, je viens promettre tout que si vous passez, si vous bon, il y a besoin de tout si pomme dans le Parlement pour m'encadrer, là où rentrer dans début année 2017 là. Et je suis très content que je suis là et je souhaite que déjeuner débat ça permettre mesdames de solidariser entre eux, permettre mesdames de prendre force, prendre chèvrine pour retourner dans la commune, dans la section communale, dans le département pour aller à la bataille. À l'occasion du 3e anniversaire de l'arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle dominicaine, rendant apatriés de plusieurs milliers de ressortissants dominicains d'origine haïtienne en violation des normes internationales, le collectif des organisations pour la défense des droits des migrants dénonce les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les rapatriés. Pierre Garonéré et Landy Lecomte, respectivement membres du collectif et de Défenseurs Plus, disent constater une aggravation des droits des migrants rapatriés et condamnent le silence complice des autorités haïtiennes dans cette crise. Il exige une intervention en urgence des organisations régionales en vue de régler ce problème. Pierre Garonéré et Landy Lecomte. C'est une décision côté dans un premier temps où tu as joint la communauté internationale, tu as fait pression sur ces domaines, où tu as joint et d'autres, surtout des institutions régionales, mais avec le temps, nous sentons situation liée au point mort. Pas de personne qui fait cas de ça. Parce que ce n'est pas de la communauté internationale qui affichait une indifférence face à sa capacité. On regarde le gouvernement actuel comme si pour lui-même, la crise haïtiano-dominicaine, la problématique haïtiano-dominicaine, ça va concerner. C'est d'avoir les mêmes candidats dans tout programme, dans le discours, ils n'ont pas jamais touché, point, ils n'ont pas tenu compte de la problématique haïtiano-dominicaine. Étant donné que jeudi c'est un jour symbolique qui c'est le jour international de la paix et nous connaissons un conflit historique entre deux pays, nous profitons dans 2 jours qui pourraient marquer 3 ans depuis la République dominicaine préparé ça. Nous organisons une conférence pour nous dire non, avec arrêt raciste, discriminatoire. Et nous avons profité de lancer un appel par la communauté internationale, par le gouvernement haïtien pour l'assumer responsabilité. Parce que nous-mêmes, Cap défendre les droits des migrants rapatriés, nous faisons face avec toute situation chaque jour dans les frontières haïtiano-dominicaines. Arrêt ça, c'est un arrêt qui viole les principes élémentaires du droit monde. Par exemple, si vous regardez dans l'article 20.1 sous la Convention interaméricaine des droits de l'homme qui parlait de nationalité, il dit en aucun cas, il n'y a pas de droit à une nationalité personne. Et tout le monde qui fait son territoire a droit à nationalité. Arrêt ça, il viole non seulement l'esprit, mais aussi la lettre de la Convention de la Déclaration universelle des droits de l'homme, soit dans la Convention de droits de l'homme, dans l'article 7, et dans le PIDCP, dans l'article 24.3, ou après côté au palais de droit à la nationalité pour Timoun. Et
sous descendre plus bas dans le droit positif dominicain, arrête à tout les violer même constitution par loi. Parce que dans la loi numéro 95-39 qui est en conformité avec la constitution de 1966, l'article 10 établit principe juste soliste pour définir nationalité. Ça veut dire que vous faites sur le territoire dominicain ou c'est dominicain, peu importe l'origine ou peu importe la classe sociale ou c'est des dominicains. Monde ça que je dis à refuser la nationalité dominicaine, c'est petit monde qui fait dans la bataille. N'a rappelé que monde ça qui dans la bataille c'est à la suite de accords binationaux que yo été accepté aller en République dominicaine pour être utilisé comme main d'œuvre bon marché. Donc je dis en aucun cas, pas aucun principe au niveau international qui permette à un État pour les dénationaliser propre petite. Nous avons un risque d'apatridie dans le sens que nous-mêmes, selon la loi, selon la loi 6 novembre 1984 qui définit comment le monde acquiert la nationalité, les dit dans l'article 9.3, si un monde fait son territoire étranger et que les veut une nationalité haïtienne, il faut qu'il fasse une demande, il faut faire une déclaration en année majorité. Ça veut dire que l'année que les gens ont 18 ans, il faut qu'ils fassent une demande pour lui demander la nationalité haïtienne. Or, les gens ne pas fait demande. Il y a des gens qui ont un papier, qui ont un acte de naissance, passeport, qui ont joui droit en tant que dominicain. Donc, je dis en aucun cas, ils ne sont pas capables d'enlever la nationalité et de déporter dans des conditions difficiles, côté que nous rappelons que nous avons environ 142 points de passage et 4 points officiels de passage. Nous avons déporté dans la nuit de la journée et nous avons des temps de fortune. Bon, côté pas nous, par exemple, une mesure d'accompagnement qui fait pour recevoir les gens, pour recenser et haïtiens, parce que tout pays a droit pour établir une politique, pour capable politique migratoire, pour déporter les gens qui sont illégaux dans ce territoire, mais il faut qu'ils fassent l'idée de la dignité. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Je dois vous dire que le suspect n'était pas armé et qu'il n'y avait pas d'armes dans la voiture. La sœur de la victime, elle, réclame justice. Ce sale type, comme l'a dit un policier, était mon frère jumeau. Ce sale type était un père et ce sale type était un fils aimé de tous. La famille a ensuite appelé à des manifestations pacifiques. En validant les parrainages, la haute autorité lance la campagne officielle pour la primaire Les Républicains. Pour être candidat, il fallait être soutenu par 250 élus, dont 20 parlementaires et 2500 adhérents. Ils sont donc 7 à avoir été retenus: Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet, la seule femme en course, Jean-Frédéric Poisson, Bruno Le Maire et Jean-François Copé. En revanche, la candidature d'Hervé Mariton a, elle, été écartée. Un certain nombre de parrainages ne pouvaient pas être remplis, raison pour laquelle cette candidature n'est, pour ce motif, pas validée après vérification exhaustive. Tous les Français inscrits sur les listes électorales pourront voter. Ils devront payer 2 € pour chaque tour et devront aussi signer une charte qui les engage à respecter les valeurs de la droite et du centre. L'élection se déroulera les 20 et 27 novembre prochains. 10 228 bureaux de vote seront ouverts. Les candidats s'affronteront au cours de 3 débats télévisés avant le premier tour. Une sirène retentit dans le ciel de Toulouse. Il est 10h17, l'heure exacte de l'explosion de l'usine AZF il y a 15 ans. Instant de recueillement en hommage aux nombreuses victimes. Un peu plus loin, une autre cérémonie au même moment. 1 minute de silence pour ces familles de victimes et anciens salariés de l'usine. J'ai vu l'horreur ce jour-là, puisque j'étais sur le site d'AZF et que j'ai perdu une collègue. Elle est morte à ma place. On a changé de place le matin même. Alors je me dois d'être là pour elle, pour tous ceux qui sont disparus. AZF, c'est l'une des plus graves catastrophes industrielles françaises. 21 septembre 2001. Sur des kilomètres, un paysage dévasté par la puissance de l'explosion, à 5 km du centre-ville. 31 morts, 2500 blessés et 2 milliards d'euros de dégâts. L'onde de choc créée par l'explosion est venue percuter l'immeuble de cette habitante. Ce jour-là, son logement a été dévasté par le souffle. Un traumatisme qu'elle ne parvient pas à oublier. J'avais l'impression que l'immeuble était de travers. Je me tenais partout pour pouvoir marcher et monter les escaliers. Vous vous rendez compte le choc que c'est? J'avais l'impression que
que l'immeuble allait s'effondrer. J'avais peur parce que c'était le chaos ici. On aurait dit une vision de guerre, quoi. Comme elle, ils sont des centaines à avoir vécu le même choc. 15 ans après, Anne-Marie Capgras vit encore avec d'importantes séquelles. Elle souffre d'acouphènes, de vertiges et de surdité partielle. J'ai passé 28 mois au lit sans marcher, avec des vertiges toute la journée, les vomissements. Je ne sortais plus. Et après, le peu que je pouvais sortir, j'étais prise d'agoraphobie. J'étais pleine de vie, j'étais quelqu'un de normal, qui faisait plein de choses. Ce jour, je suis fracassée. 15 ans après, les responsabilités dans l'explosion d'AZF ne sont toujours pas tranchées. En janvier 2017, un nouveau procès se tiendra devant la Cour d'appel de Paris. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.